Bonjour tout le monde, bienvenue dans le webinaire de présentation de la trousse pédagogique Décode. Nous sommes présentement 100 participants, on a 735 personnes qui sont inscrites ce soir. Donc, on voit qu'il y a un engouement pour la trousse pédagogique ce soir, la trousse pédagogique Décode. Vous nous l'avez demandé, on l'attendait. Et elle est maintenant officiellement sortie. On va débuter la présentation avec la reconnaissance des terres et par la suite, je vous expliquerai le fonctionnement de la soirée. Donc, nous sommes 1 heure ensemble. Donc, reconnaissance territoriale. Avant de débuter, nous souhaitons reconnaître avec respect que cette rencontre rassemble des participants et participantes réunis depuis différents territoires autochtones à travers le Canada. Nous exprimons notre respect envers les Premières Nations, les Inuits et les Métis, ainsi qu'envers les gardiens-gardiennes de ces territoires. Ce soir, on vous présente la trousse pédagogique Décode. Ça fait en fait quelques années qu'on pense à ce projet-là, parce qu'on a débuté avec des livres décodables, on a sorti la trousse d'évaluation, du matériel complémentaire et la demande pour la trousse pédagogique était toujours présente partout au Canada. Ça fait plusieurs mois, je dirais même années, Cynthia, tu confirmeras que nous travaillons sur la trousse et elle sort enfin. Ce soir, vous allez découvrir le contenu de la trousse pédagogique qui va proposer des outils clés en main et faciles d'utilisation, mais vous allez aussi comprendre les choix pédagogiques derrière la création de la trousse. Chaque choix, chaque décision a été prise en fonction des dernières recherches scientifiques, mais également en fonction de la facilité d'utilisation. L'objectif de la trousse est d'offrir un matériel clé en main qui, je vais le redire encore, sera facilement applicable par les enseignants et enseignantes dans leur vie de tous les jours. La trousse contient plus de 75 affiches avec un guide pédagogique complet, des cartes éclairs, des affiches et des cartes de l'alphabet, affiches à mémoire, tâches et grilles d'évaluation, grilles de planification et feuilles d'écriture. Donc, c'est très, très, très complet. Là, vous allez avoir la chance ce soir d'avoir un petit tour du propriétaire et de voir l'ensemble de tout ça avec Cynthia. On va changer. Donc, les deux auteurs de la trousse, nous avons ce soir avec nous Cynthia Thériault, qui est enseignante ressources spécialisée en évaluation et intervention et membre de l'équipe d'accompagnement préventif du district scolaire francophone Nord-Est. Donc, c'est notre invitée ce soir. C'est elle qui va vous expliquer comment a été conçue la trousse. Et Lucie Barriot, qui est directrice à l'édition, auteure pour les éditions Passe-Temps et conceptrice de matériel pédagogique avec les éditions Passe-Temps, bien sûr, là, depuis plusieurs années, qui est également orthopédagogue de formation. C'est avec plaisir que je vous présente officiellement Cynthia qui va poursuivre la présentation avec vous et n'hésitez pas à mettre des questions-réponses dans la section du haut. Je pourrai intervenir avec vous plus tard. Bon, ben, bonjour tout le monde. C'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous ce soir pour finalement vous présenter la trousse pédagogique Décode. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que ça fonctionne? Oui? Non? Oui? OK, je vois des pouces. Je me vois pas et je ne vous vois pas, mais j'ai seulement vu des pouces. Donc, merci pour votre rétroaction. Donc, c'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous ce soir parce que justement, comme Mélanie vient de le dire, ça fait quand même un bon moment là, qu'on travaille à cette trousse d'enseignement-là. Donc, on avait très, très hâte de vous la présenter. Donc, sans plus tarder, je vais entrer directement dans le vif du sujet parce que j'ai beaucoup de choses que j'aimerais vous partager aujourd'hui et je veux m'assurer de respecter la limite de temps qu'on m'a offert. Donc, cette trousse pédagogique-là s'adresse à un public qui est quand même assez grand. On peut l'utiliser dès les premières années au niveau de la garderie, de la maternelle, première année, deuxième année, troisième année, pour les élèves qui entrent vraiment dans l'apprentissage du langage écrit. Ça peut même aller au-delà si on utilise ce matériel-là au niveau de l'enseignement ressources avec des élèves qui ont peut-être un peu plus de difficultés ou de l'orthopédagogie. Donc, on peut vraiment l'utiliser. C'est certain qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses aussi qui fonctionnent pour le domaine de la rééducation et de l'intervention. Donc, euh,
Par rapport à l'univers des codes, une des premières choses que vous allez voir lorsque vous allez ouvrir la trousse pédagogique, c'est le guide de l'enseignant. Il y a une panoplie d'informations très importantes dans ce guide-là qui pourront vous donner beaucoup d'informations sur comment utiliser cette trousse-là de façon optimale. Je vous apporte déjà à la deuxième page de du guide de l'enseignant. Où est-ce qu'on peut voir, c'est le même texte que vous voyez à l'écran, là. Un petit texte qu'on vous suggère de lire aux enfants lorsque vous débutez, vous faites vraiment là, vous n'avez pas encore enseigné aucune correspondance graphème-phonème, donc vous entrez vraiment dans l'apprentissage, seulement pour placer la table un peu pour les enfants. Donc, je vais vous lire le texte, vous pouvez me suivre à l'écran. Donc, vous pouvez imaginer là, que je suis l'enseignante, je suis assise sur mon petit tabouret, puis mes élèves sont assis devant moi sur un tapis et ils sont prêts à apprendre, à entrer. Là, on est au mois de septembre, là, ils sont prêts à apprendre leur première correspondance graphème-phonème. Donc, tout au long de l'année, des personnages rigolos seront là pour t'accompagner dans la lecture et l'écriture de tes premiers mots. Chaque personnage a sa propre personnalité. Certains sont drôles, d'autres un peu coquins, d'autres encore très curieux ou même un peu maladroits. Ils ont tous la même mission spéciale, t'aider à découvrir les lettres et leurs sons. Au fil des semaines, leurs histoires vont te faire rire, te surprendre et surtout te guider pour faire l'apprentissage de la lecture et de l'écriture une aventure passionnante. Es-tu prêt à partir à leur rencontre? Là, vous pouvez voir, vous pouvez même leur montrer. C'est certains personnages qu'ils vont rencontrer au fil des apprentissages et qui sont associés à une correspondance graphème-phonème. Ensuite de ça, bien entendu, on sait que l'apprentissage des correspondances graphème-phonème, c'est pas quelque chose qui est toujours facile pour les élèves. Là, je vous apprends rien, je sais que je suis avec mes pairs, là. C'est certain que toutes ces correspondances graphème-phonème-là, ces régularités orthographiques, les particularités linguistiques de la langue française qu'ils doivent apprendre et maîtriser pour devenir des lecteurs et des scripteurs compétents, ça demande une grosse énergie cognitive, ça demande beaucoup d'engagement, ça demande beaucoup de mémorisation surtout. Donc, c'est certain que c'est pas toujours facile. Mais avec la trousse pédagogique, nous, qu'est-ce qu'on a vraiment voulu faire? C'est vraiment créer justement cet univers-là pour essayer de rendre cet apprentissage-là, bien que c'est pas facile, le plus ludique, le plus plaisant, le plus drôle possible pour que ça devienne un apprentissage qui est plaisant pour eux. Donc, je continue avec la progression de l'enseignement. Vous pouvez la voir, on a un coup d'œil ici. Je ne passerai pas beaucoup de temps sur cette diapositive-là parce que ça fait quand même quelques années qu'on parle maintenant de l'importance de structurer l'enseignement des correspondances graphème-phonème. Donc, j'ai bien l'impression que la plupart d'entre vous ont déjà une progression, soit une progression au niveau de votre classe, au niveau de votre école. Parfois, c'est au niveau de vos conseils scolaires ou de vos districts scolaires, ou même des fois, c'est ministériel, donc provincial. Vous avez un alignement ou une progression qui est déjà déterminée. Si c'est le cas, il n'y a aucun problème, c'est facile. Ben, c'est facile, ça va demander quelques petits ajustements d'utiliser notre matériel. Et si vous n'avez pas de progression d'enseignement, c'est certain que vous pouvez utiliser la nôtre qu'on vous présente plus en profondeur dans le guide de l'enseignant. Pour tous ceux qui ont déjà utilisé soit du matériel de la collection des codes, donc soit les livres décodables, la trousse d'évaluation ou tous les autres jeux, vous remarquez en un coup d'œil les différentes couleurs qui sont associées aux différents niveaux des différentes jeux et collections de la collection des codes. Quelque chose qui est important à mentionner, c'est que les niveaux n'ont jamais été créés pour catégoriser les élèves. Je l'ai déjà dit, je vais le redire encore, on n'utilise pas ces niveaux-là pour catégoriser nos enfants. C'est vraiment pour catégoriser le matériel. Donc, les niveaux, qu'est-ce que ça va faire? Ça va vraiment me permettre à moi, en tant que professionnel de l'éducation, de sélectionner le matériel qui est le plus pertinent pour faire cheminer l'enfant qui est devant moi, selon son profil d'apprenant à lui et selon ce que moi j'ai enseigné explicitement dans ma salle de classe. Donc, voici en un clin d'œil qu'est-ce qu'est la progression qu'on vous recommande. Mais encore une fois, si vous en avez une, c'est certainement possible d'ajuster notre matériel pour qu'elle soit arrimée à votre progression. Donc, j'ai choisi aujourd'hui une affiche. Comme Mélanie l'a mentionné tantôt, il y a plus de 75 affiches dans la trousse. Donc, avec le temps que j'ai ce soir, ça serait pas mal impossible pour moi de vous présenter toutes ces affiches-là. Je manquerais certainement de temps. Mais j'en ai sélectionné quelques-unes qui, je pense, vont pouvoir représenter toute la richesse de nos affiches. Comme première affiche, j'ai choisi l'affiche de la lettre M.
de façon assez aléatoire. Mon seul critère, c'est que je voulais que ce soit une affiche verte. Donc, les affiches vertes correspondent au niveau 1. Donc, ce sont les affiches les plus faciles. Les plus faciles à apprendre habituellement. Donc, ici, encore une fois, vous pouvez m'imaginer sur mon petit tabouret, mes élèves sont assis devant moi sur le tapis. Ce qu'ils vont voir lorsque moi j'ai l'affiche dans les mains, c'est l'illustration de mon affiche. Par contre, qu'est-ce que moi je vais voir, c'est le verso de l'affiche que je vais vous montrer tantôt là, sur la prochaine diapositive. Mais c'est pratiquement un verbatim de tout ce que tu peux dire à tes élèves pour leur donner le maximum de repères possibles pour qu'ils soient capables d'utiliser cette affiche-là pour se remémorer ou réactiver leurs connaissances par rapport à la correspondance, justement, graphème-phonème. Je vais vous parler des les deux premiers points, les deux premières catégories qui représentent le repère le plus direct que l'enfant peut faire avec cette affiche-là. Il y en a plusieurs autres que je vais vous présenter tantôt, mais le plus direct, c'est effectivement que la lettre M fait le son comme le mot miel. OK? Toutes nos affiches du code alphabétique, donc de la lettre A à la lettre Z, suivent pas mal toute la même structure. Donc, c'est vraiment un enseignement qui est très structuré. Donc, ce qu'on veut, c'est que les enfants deviennent habitués un peu à la structure de l'enseignement pour qu'ils soient capables de focusser leur énergie, focusser sur leur attention sur ce qu'on veut qu'ils apprennent. Donc, on commence toujours de la même façon. On va aller présenter la lettre M majuscule et la lettre M minuscule. On aurait pu faire des affiches, une pour la lettre minuscule, une pour la lettre majuscule, mais là, déjà avec 75 affiches, on ne voulait pas que ça devienne beaucoup trop d'affiches. On avait déjà assez. On a décidé, on a fait le choix didactique de représenter la lettre M en format minuscule sur l'illustration, puisque c'est celle-là, cette version-là, que les enfants vont le voir le plus souvent ou utiliser le plus souvent lorsqu'ils vont écrire des mots ou des textes. Toujours, par exemple, en mettant autant d'emphase sur la lettre majuscule et la lettre minuscule qui sont toujours en haut de nos affiches. Donc, la première étape, la première chose qu'il nous dit de faire au verso de l'affiche, c'est d'identifier clairement la correspondance graphème-phonème. Donc, la lettre M fait le son comme dans le mot miel. C'est toujours, dans toutes nos affiches, il y a toujours, la lettre est toujours associée à un mot qui commence par le son de la lettre vedette. Et le deuxième point, c'est faire un lien entre la correspondance graphème-phonème et la fiche. Donc, on va vraiment aller ancrer le repère qu'on veut qu'ils utilisent. Regarde la fiche. Le miel a la même forme que la lettre M minuscule. Donc, ceci, c'est le repère le plus direct. Techniquement, tu pourrais arrêter ton enseignement ici, là. Mais on vous propose plusieurs autres étapes pour rendre ça encore plus efficace. Mais le strict minimum a été dit. Donc, on est capable maintenant, avec cette affiche-là, de récupérer cette information-là. Donc, la lettre M fait le son comme dans le mot miel. Bien évidemment, je vous ai dit tantôt qu'on voulait vraiment rendre les apprentissages le plus plaisant possible, le plus ludique possible, le plus drôle possible. Donc, on vous propose une histoire. Attention, on n'a pas besoin de mémoriser l'histoire. On ne veut pas que l'enfant, c'est pas quelque chose qu'on va évaluer, là, c'est que l'enfant se rappelle de l'histoire associée avec chacune des correspondances graphème-phonème. C'est vraiment pour le côté ludique, le côté plaisant. C'est certain que dans ces âges-là, tous les enfants aiment se faire raconter des histoires, donc pourquoi pas? Avec nos histoires ont été pensées pour aller ajouter un deuxième repère. Donc, on a le repère direct que je vous ai montré tantôt, mais il y a aussi un deuxième repère qu'on vient proposer à l'enfant avec notre histoire. Donc, je vais vous lire l'histoire. Celle-ci, c'est une des histoires les plus longues qu'on a, juste pour vous donner un aperçu, là. Les histoires sont entre 3 à 6 lignes, donc on va directement au but. C'est pas une grande histoire qui finit plus, là. C'est vraiment quelque chose de quelques secondes où on va aller justement faire un deuxième repère. Donc, je vais aller vous lire l'histoire qui est associée à la lettre M. Il était une fois un gros ours tout doux qui aimait beaucoup le miel. Chaque nuit, il en rêvait et murmurait En se réveillant, il aperçut son ami l'abeille qui venait lui en faire une livraison. Comme il était heureux. En levant sa baguette, il remarqua que les coulées de miel avaient pris la forme de la lettre M. L'ours ouvrit grand ses yeux. Du miel, dit-il en riant doucement. À partir de maintenant, lorsque tu vois la lettre M, souviens-toi du premier son du mot miel. Tu peux aussi imaginer ce gros ours tout doux qui fait en mangeant du miel.
Donc, vous pouvez voir le deuxième repère que je viens de créer pour l'enfant. Donc, le premier qui est direct, la lettre M fait le son comme le mot miel. Mais avec toutes les affiches, l'histoire vient apporter un deuxième repère, puisque le personnage qui est ajouté en quelque part dans l'affiche là, vient lui aussi faire le son de la lettre. Ensuite de ça, on a le mouvement. Donc là, je l'ai fait, je ne sais pas si vous l'avez vu, là, mais j'ai réalisé que je l'ai fait de façon instinctive parce que c'est quand même un mouvement qui est assez évident. Là. D'habitude, quand on parle de là, on se frotte le bedon parce que c'est bon. Donc, à l'intérieur de l'histoire, vous pouvez le voir à l'écran, là, écrit en vert, l'enseignant peut, s'il le veut, se frotter, ajouter un mouvement. Donc, il se frotte pour la lettre M, là, il se frotte la bedon en même temps. Si vous, puis là encore une fois, vous êtes les professionnels de l'éducation, c'est vous qui connaissez le mieux les élèves qui sont devant vous. Si par exemple vous êtes une enseignante ressource ou un orthopédagogue et que vous avez un enfant qui facilement devient surchargé cognitivement, on va laisser faire le mouvement. Bien entendu, on ne va pas aller surcharger cet enfant-là, on passe par-dessus et on ignore complètement le mouvement. Par contre, si vous avez devant vous un groupe d'élèves qui, vous pouvez certainement penser à une cohorte d'élèves que vous avez déjà eu. Moi, en tant qu'enseignante, je peux me rappeler facilement d'une cohorte qui, j'avais des élèves qui, ça faisait pas de tort, qui bougeaient un petit peu le plus souvent possible pour apprendre. Donc, peut-être pour cette cohorte d'enfants-là, vous allez certainement miser sur les faire bouger, donc associer le mouvement à la correspondance graphème-phonème. Encore une fois, je l'ai dit tantôt, je l'aurais dit encore ici, c'est certainement pas une attente que l'enfant mémorise le mouvement. C'est pas ça qu'on veut. Le mouvement, c'est seulement un repère de plus pour ceux pour qui ça colle pour se remémorer de la correspondance graphème-phonème. Je vais certainement pas demander à chacun de mes élèves d'apprendre ce mouvement-là ou pas aller vérifier si tous mes élèves l'ont appris. C'est seulement un repère qu'on leur donne et si ça colle à eux, qu'ils peuvent l'utiliser, c'est super. Par exemple, ma fille, c'est quelque chose qui l'aidait beaucoup. Je pouvais simplement, quand elle voulait écrire des mots ou lire un mot et elle avait oublié une certaine correspondance graphème-phonème, je pouvais seulement faire un mini mouvement et tout de suite, ça lui revenait à l'idée et ça l'aidait à réactiver justement cette association-là. Pour la chanson. Là, on est entre collègues, on est entre pairs. Je ne vais certainement pas vous chanter une chanson. Je ne suis pas une chanteuse et il y a une raison pour ça. Mais on vous propose de chanter une chanson avec vos élèves. Si je serais enseignante ressources comme je l'ai été ou enseignante de maternelle à 3 comme que je l'ai été aussi, je me ferais un plaisir de chanter avec mes élèves. Mais là, on va se garder une petite gêne. Vous pouvez certainement utiliser la comptine que vous connaissez le mieux ou qui vous parle le plus ou que vous aimez le plus. Moi, personnellement, j'ai de la difficulté à ne pas chanter l'air de Bonne Fête lorsque je lis ces paroles-là. Donc, c'est certain que si moi, j'étais en salle de classe avec cette affiche-là, c'est certain que moi, j'utiliserais l'air de Bonne Fête, mais c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Simplement parce qu'on dirait que les paroles, ça fonctionne vraiment bien avec cet air-là. Et j'ai enseigné justement de maternelle à 3 et c'était vraiment un hit dans ma salle de classe. Puis je suis certaine que vous pouvez, vous pouvez vous imaginer qu'est-ce que je veux dire là. Les élèves avaient toujours hâte que ce soit la fête à quelqu'un pour pouvoir chanter de bonne fête. Ça amenait une énergie dans la classe. Là. Tout le monde était bien content. Fait que pourquoi pas, on mise encore sur le ludique et on va aller chanter une chanson. La chanson est vraiment, vraiment pas compliquée. La seule chose qui était notre objectif avec cette chanson-là, c'est encore une fois aller ancrer une fois de plus la lettre, le graphème avec son phonème, juste la répétition, la répétition, la répétition pour aller ancrer encore une fois la correspondance graphème-phonème. Je vais vous la lire. Donc, la lettre M fait la lettre M fait la lettre M, la lettre M, la lettre M fait Puis vous voyez, j'ai eu la difficulté à ne pas chanter Bonne Fête. Finalement, repérer la correspondance graphème-phonème dans divers contextes. Donc là, on peut justement jouer avec les sons pour clôturer la petite leçon avec cette affiche-là. On peut retrouver la lettre M au début d'un mot comme dans miel. Donc, on vient encore une fois faire la connexion avec l'affiche. Au milieu d'un mot comme dans ami ou à la fin d'un mot comme dans le mot film. Ensuite de ça, je vais vous présenter très rapidement. Ici, dans la trousse, vous avez aussi cette affiche ici que j'aime beaucoup, qui est, on a un coup d'œil, tout notre alphabet, donc les 26 lettres de l'alphabet et leur son, que vous pouvez facilement coller dans votre centre d'écriture, votre centre de lecture, placer dans les cahiers, peut-être coller même sur le pupitre de certains élèves qui en ont besoin. Donc, c'est une fiche pour
faire un petit récapitulatif de toutes les affiches. Ben, de Je toutes les affiches m'excuse, du code Cynthia. alphabétique. Je Oui, m'excuse, Cynthia, avant de continuer. J'ai eu une question qui était vraiment pertinente. Quelqu'un me oui, demandait si le verbatim est disponible ailleurs que derrière oui, l'affiche, oui, puisque absolument. la personne se voit mal décrochée du mur. Donc, je te laisse Oui, oui, oui. répondre si tu veux. Oui, absolument. Merci pour la question. Mais l'idée de placer le texte derrière la fiche, c'est parce que techniquement, ce qu'on voudrait, puis là, c'est tout écrit dans le guide pédagogique, là, mais c'est qu'on voudrait pas que les affiches soient affichées avant que l'enseignement explicite soit fait. Donc, on veut vraiment aller ancrer la correspondance graphème-phonème avec les enfants, avec tout l'enseignement explicite, puis après ça, là, on va venir l'accrocher au mur. Techniquement, si vous voulez l'accrocher au mur avant et l'utiliser d'une autre façon dans le guide que je vous ai montré tantôt. Puis là, je ne me vois pas, là, fait que j'espère que vous voyez qu'est-ce que je fais, là. Je ne vois pas ma caméra, mais dans le guide ici, justement, je m'avais mis un petit post-it pour vous en parler tantôt, mais vu que la question est là, je vais je vais l'expliquer tout de suite. Vous avez tous les versos. Tous les versos de toutes les affiches sont à l'intérieur du guide pédagogique. Donc, si vous voulez les coller au mur et utiliser votre guide comme c'est techniquement un livre là, avec tous les différents versos des affiches, vous pouvez le faire comme ça. Ça marche? J'espère que ça répond bien à ta question. Donc, au niveau des affiches, on a aussi fait des affiches pour les digrammes et les trigrammes. Par exemple, avec l'affiche que j'ai décrite, qui est le CH. Puisque c'était quand même assez complexe au niveau du graphisme, d'insérer plus d'une lettre dans une image. On dirait que ça ne fonctionnait pas, là. Ce qu'on a fait, c'est on a vraiment placé les lettres en plus gros. Donc, si je mets côte à côte, là, vous pouvez voir que le CH est vraiment plus gros. On l'a mis vraiment en évidence. Le CH, on l'a associé au mot chute. OK? Le mot chute, puis on a aussi placé, comme vous pouvez voir à l'écran ou sur mon affiche, là, le CH en bleu pour vraiment mettre un emphase dessus. C'est le repère le plus direct, comme je disais tantôt. Donc, le CH est associé au mot chute. OK? Ensuite de ça, on a un deuxième repère, comme on faisait avec les affiches du code alphabétique, où l'image va venir un peu faire le son. OK? Je vais vous raconter l'histoire seulement de celle-ci, juste pour vous donner un aperçu de qu'est-ce que je vais dire. Donc, on fait la même chose, étape 1, étape 2, où on vient vraiment présenter le digramme. Mais ensuite de ça, quand on est rendu à l'histoire, je vais vous la raconter, OK? Il était une fois un petit garçon appelé Charles qui marchait dans la forêt avec son papa. Soudain, il entendit chut à travers les branches des arbres. Charles et son papa décidèrent de suivre ce son et découvrir une magnifique chute d'eau naturelle. L'eau coulait avec douceur et on pouvait l'entendre faire chut. À partir de maintenant, lorsque tu vois les lettres C et H ensemble, souviens-toi du premier son du mot chute. Tu peux aussi imaginer le bruit de l'eau de la chute qui tombe. Chut. OK? Donc, on a essayé de faire différents repères pour que les enfants puissent voir cette image-là et vraiment récupérer l'information. Ah, c'est vrai que le CH, ça fait comme dans chute ou comme dans le bruit de la chute. Ensuite de ça, très rapidement, le OI qu'on associe toujours avec WA. Et on a aussi les trigrammes, par exemple, comme OIN, OK? O-I-N. C'est certain qu'il n'y a pas de mot dans la langue française qui commence avec O-I-N, mais on a choisi un mot qui met vraiment ce son-là en valeur, donc le mot loin. Euh, Ici, le premier repère, c'est le mot loin, bien évidemment. Donc, la tutute, ben, chez nous, on appelait ça une tutute, peut-être chez vous, c'était une sucette ou une suce, là. La tutute est trop loin du bébé, OK? Fait que OIN fait loin, comme dans le mot loin. Puis là, je vous raconterai pas l'histoire, mais les grandes lignes, c'est que le bébé, il pleure justement parce que la tutute est trop loin. Fait qu'il fait ouais! Fait que ça, c'est le deuxième repères que les enfants peuvent utiliser pour se remémorer qu'est-ce que ces trois lettres-là font comme ça. On continue avec un graphème, deux phonèmes, donc le G dur et le G doux. Donc, la première affiche, on voit la lettre G qui fait G, comme dans le mot gorille. Donc, ça, c'est le repère le plus direct, le premier repère qu'on veut enseigner aux enfants. Encore une fois, on peut s'arrêter directement là. La lettre G fait le son G comme gorille. Ça finit là. Si on veut justement utiliser l'histoire, on vient donner d'autres repères aux enfants. Donc, vous pouvez
clairement voir que le gorille a froid, là, j'imagine, c'est quand même assez évident. Donc, il grelotte, OK? Donc, le gorille grelotte et fait g parce qu'il a froid. Puis on peut s'imaginer quand on a froid, on rentre au chalet, là, on vient de faire une journée de ski, on rentre dans le chalet, puis on fait g parce qu'on a froid. Donc là, ça, c'est encore d'autres repères qu'on peut donner aux enfants. Sur la fiche d'à côté, on a essayé de, le plus possible, là, on a fait travailler très fort l'équipe de graphistes, là, de garder les deux G de la même forme le plus possible, le plus similaire possible. Donc, ici, on a la lettre G qui fait J comme girafe. Encore une fois, on peut s'arrêter juste là. La lettre G peut faire le son J comme girafe. Moi puis Lucie, on s'est amusé, ou en tout cas, on s'est cassé la tête peut-être à essayer de faire des liens entre nos affiches le plus possible pour, encore une fois, maximiser tous les repères possibles pour que les enfants s'accrochent à ceux qui lui parlent le plus. Puis encore une fois, vous êtes les professionnels de l'éducation, je vais le redire, je vais probablement le redire plusieurs fois là. Si vous voyez que ça pourrait surcharger vos élèves, c'est juste le premier repère que vous présentez à vos élèves. Sinon, on a du plaisir puis on va un peu plus loin. La lettre G peut faire J comme dans girafe, puis là, la lettre G, puis là, je ne vous ai pas présenté la lettre J, là, fait que c'est peut-être un peu moins comme instinctif de voir le lien, là, mais la girafe, elle regarde la lettre J, qui est notre affiche J qu'on va présenter avant, parce que c'est une affiche verte, qui est associée au jet d'eau. Encore une fois, on a fait des liens entre les affiches qui faisaient le même son. Ici, tu as la lettre C. La lettre C qui fait comme le coq. On peut s'arrêter directement là, sinon on va aller dans l'histoire. Puis le coq, c'est un passionné. Il aime beaucoup, beaucoup casser des planches. Puis quand il casse la planche, ça fait le son qui est le deuxième repère qu'on peut donner aux enfants. Même chose avec l'affiche de la lettre K. Là, c'est Kim ou Karim, ou je ne me rappelle plus son nom, mais c'est un personnage qui commence avec la lettre K. Qui fait du karaté, puis elle aussi a fait à cause des planches et ça fait le son k. Donc, on a toujours le premier repère. Donc, la lettre K fait k comme karaté et avec l'histoire, on vient ajouter le k de la planche. Un graphème, deux phonèmes. Encore une fois, on a le C dur et le C doux, le C que je viens de vous présenter. Donc, il peut faire k, mais il peut aussi faire s. Ici, encore le premier repère, le repère le plus direct, c'est la lettre C, peut faire le son S, comme dans citron. Si on veut, on peut s'arrêter juste là. Sinon, on va aller lire l'histoire. Puis dans l'histoire, on vous présente le personnage Cyril. C'est un personnage qui revient de la trousse d'évaluation des codes. La première trousse qu'on a faite. C'est un personnage qui revient, qui s'appelle Cyril. Puis Cyril, ben, bien évidemment, il a croqué dans le citron. C'est pour ça que le citron a cette drôle de forme-là. Puis il a croqué dans le citron. Puis, hey, vous savez, les amis, hein, du citron, c'est sûr, c'est certain. Puis Cyril, quand il a croqué dans le citron, c'était tellement sûr qu'il a fait... Puis là, on peut voir le de c'était tellement sûr, qui est notre deuxième repère pour se remémorer la correspondance graphème-phonème. Encore une fois, encore plus de liens. Les affiches, moi, je les appelle les familles d'affiches, ceux-là. C'est lorsqu'on a une lettre qui a plusieurs particularités de la langue française, des régularités orthographiques, peu importe. On a la lettre C encore qui fait k, comme dans coq. Ici, on a, puis là, je vous ai présenté Cyril, mais là, je vous en présente une. C'est la seule affiche dans notre trousse qui a deux affiches et c'est vous qui choisissez celle qui vous parle le mieux. Donc, ici, tu as la lettre C, mais la lettre C qui fait S. Puis là, on va vraiment miser sur l'histoire parce que le coq, il devient, il faisait du karaté, mais là, finalement, il se décide d'essayer un autre sport. Son deuxième sport, c'est le patinage. Puis ce qu'il préfère le plus du patinage, c'est entendre ses patins contre la glace qui fait S. Donc, la lettre C peut faire ou elle peut faire S, dépendamment. Puis là, bien évidemment, on va expliquer la régularité orthographique, mais c'est vraiment pour le repère sur l'image. Donc, si vous ne voulez pas miser sur l'histoire, vous voulez simplement avoir le repère plus direct, on utilise la fiche avec le citron. Puis, si vous voulez utiliser l'histoire, vous pouvez même utiliser les deux, c'est vraiment comme vous le sentez, là. On peut utiliser l'histoire du patin. Puis là, on change de couleur. Donc, vous voyez qu'on est plus loin dans notre progression. Là, on parle de notre CCD. Donc, c'est encore notre cher coq. Puis, il est tellement passionné de patinage. Là, ça fait plusieurs semaines parce qu'on a fait beaucoup plus d'autres affiches depuis cette affiche-là. Puis, il est tellement bon que maintenant, il est capable de faire des toupies.
OK, avec ses patins. Puis moi, depuis ce temps-là, je peux pas arrêter lorsque je vois un CCD, je peux pas arrêter d'imaginer le coq avec sa toupie, là, la CDI qui a la toupie. Donc, c'est certainement bien ancré dans ma tête, mais c'était déjà ancré, là, mais on dirait que là, c'est une image que je peux plus me détacher, là, du CDI qui fait en français. Et finalement, la dernière affiche que vous voyez là, où là, on est vraiment à la fin, là, on est vraiment dans la section violette, le niveau violette, où la lettre C peut parfois être muette. Puis ça, c'est un personnage que je vais vous montrer très bientôt, qui vient vraiment clouer le bec là, à notre chère coque pour la rendre complètement muette. Puis là, il y a le petit icône en bas là, qui nous dit que cette lettre-là peut être muette parfois. Je viens d'en glisser un mot, là, les régularités orthographiques. On est beaucoup plus sensibilisés, je pense, maintenant, nous, les enseignants, à l'importance d'enseigner les régularités orthographiques. Puis même si on le sait, des fois, c'est comme, ouf, c'est beaucoup d'apprendre toutes ces régularités orthographiques-là. Mais nous, avec cette trousse-là, on a essayé de vous simplifier la tâche, puis on a vraiment pris le temps de placer ces régularités orthographiques-là directement sur le verso de la fiche, ou comme que je l'ai mentionné tantôt, là, dans les fiches dans le cahier le guide pédagogique de l'enseignant. J'en ai pris quelques-unes, il y en a beaucoup plus que ça, là, mais c'est juste pour vous donner une idée de quelle sorte de régularité orthographique ou d'informations importantes que je dois dire à mes enfants, à mes élèves, lorsque je fais cet enseignement-là. Vous pouvez voir du côté gauche juste un exemple, c'est la lettre T muette du niveau 3. Donc, on a identifié clairement la correspondance graphème-phonème tantôt que j'ai fait l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Après raconter l'histoire, vous voyez ici la régularité orthographique qui est là. C'est juste pour attirer votre attention pour vous faire rappeler que, oups, j'ai quelque chose à dire à mes élèves d'important pour qu'ils soient capables d'utiliser de lire et d'écrire de façon plus efficace. Au hasard, je vais vous présenter la première turquoise, là, donc la quatrième, qui est la régularité orthographique qui est derrière la fiche de la lettre K. OK? Puis vous remarquerez, encore une fois, c'est très structuré cet enseignement-là. On fait vraiment miser sur la répétition, que ce soit vraiment structuré. Il faut que l'enfant soit capable de focuser sur la nouvelle information. Donc, régularité orthographique. Attention, j'ai besoin de ton attention. Cette phrase-là revient toujours dans ces petits encadrés-là. Attention, j'ai besoin de ton attention. On utilise plus souvent la lettre C pour représenter le son K. La lettre K est plus rare dans les mots en français. Cette information-là est super importante à partager aux enfants parce que, vous le savez probablement, moi, ça m'est arrivé à toutes les années que j'enseignais dans ces niveaux-là, que là, j'enseigne la lettre K, puis là, tout d'un coup, les enfants, ils généralisent, puis ils décident pour les 2-3 prochains jours ou semaines, ils vont écrire la lettre K partout à toutes les fois qu'ils entendent le son K. Mais on sait, nous, que la lettre K, c'est très rare en français. Donc, on veut essayer de comme ramener ce réflexe-là qu'ils vont avoir d'utiliser la lettre K partout. Puis pour leur dire que, attention, au niveau, quand on écrit en français, là, c'est beaucoup plus souvent la lettre C qui représente le son K. On a des régularités orthographiques, bien évidemment, pour la lettre S qui fait Z, la lettre C qui peut faire K. J'attire votre attention sur la deuxième là, en vert. Attention, j'ai besoin de ton attention. La lettre E ne fait jamais le son E au début d'un mot. Elle fait plutôt le son E, comme dans escargot et efface. J'attire votre attention sur celle-ci en particulier parce que tantôt, je vous ai dit que pour toutes les lettres du code alphabétique, là, de la lettre A à la lettre Z, toutes les lettres sont associées à un mot qui commence par le son de cette lettre-là. C'est vrai, sauf la lettre E, puis c'est exactement la raison pourquoi c'était pas possible de le faire. Mais je vais vous parler de cette lettre-là tantôt, là, pour vous expliquer qu'est-ce qu'on a fait pour faire cette association-là. Donc, on est rendu à notre cher papillon que j'aime beaucoup. C'est Chute, le papillon de nuit. Ce personnage-là, si vous utilisez cette trousse-là au niveau de la garderie, au niveau de la maternelle, très probablement que ce ne sera pas un personnage que vous allez présenter à vos élèves, à moins que vous avez une cohorte très, très avancée. D'habitude, c'est probablement plus au niveau de la première, deuxième et troisième année parce qu'on va seulement utiliser cette affiche-là lorsqu'on va être prêt à présenter la première lettre muette. OK? Encore une fois, le texte que vous voyez à l'écran, elle est derrière, puis elle est aussi dans le guide, là, mais elle est derrière l'affiche, donc je vais vous la lire pour vous donner un petit aperçu de comment on va aborder le concept des lettres muettes. Encore une fois, je suis assise sur mon tabouret, mes élèves sont devant moi et j'y vais. Regarde cette affiche. Vois-tu ce joli papillon de nuit? Il s'appelle Chute.
Chut est très beau, mais surtout, il aime quand tout est calme. Il vole doucement avec son petit ruban blanc pour retrouver le silence lorsqu'il entend un bruit. Tu vas le voir dans plusieurs affiches car Chut a une mission très importante. Il vient rendre certaines lettres muettes. Quand un personnage ou une lettre fait trop de bruit, Chut n'est pas content. Alors il s'approche doucement et hop, il attache son petit ruban blanc pour faire cesser le bruit. Il peut alors dormir en paix. Grâce à Chut, tu vas apprendre à reconnaître les lettres muettes et à comprendre comment elles fonctionnent quand on lit ou on écrit. Pour vous montrer concrètement qu'est-ce que je veux dire par là, une autre famille de lettres. Ici, on a la lettre T qui fait T, bien évidemment, qui est associée au mot tuyau. Donc, le premier repère le plus direct avec la fiche verte, parce que c'est la fiche la plus facile, la lettre T fait T, comme dans tuyau. Si on va avec le deuxième repère, avec l'histoire, vous pouvez voir qu'il y a une goutte là, qui tombe. Là. Donc là, c'est Thomas, c'est le meilleur plombier en ville, il se fait appeler, puis là, il doit venir réparer ce tuyau-là. Quand il arrive, il voit une goutte tomber qui fait T, OK? Une petite parenthèse importante que j'aimerais mentionner tout de suite, c'est que lorsqu'on fait l'enseignement des correspondances graphème-phonème, par exemple, d'une consonne courte, OK, on ne va pas aller répéter ce son-là, OK? On ne va pas dire que la lettre T fait T, parce que ça vient vraiment porter confusion chez les enfants. La lettre T a fait T. On le dit seulement une fois. Parce que je vois souvent ça lorsque je fais de la rééducation ou de l'intervention avec les élèves où ça peut causer des problèmes. Ils essaient de lire un certain mot, par exemple, puis vu qu'ils ont déjà de la difficulté puis qu'ils ont associé la lettre T à une répétition du son T, 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 ça vient vraiment bloquer l'accès au sens, donc l'accès à comment fusionner bien les phonèmes pour accéder au sens du mot qu'ils tentent de lire. Donc, la lettre T, tout ça pour dire que la lettre T fait le son T, comme le mot tuyau ou le T de la goutte qui tombe. Ensuite de ça, on est vraiment plus loin dans les apprentissages et on voit que là, on reprend pratiquement la même histoire là, au verso de cette affiche-là. Donc, c'est Thomas, encore une fois, mais en plombier de la ville. Mais là, cette fois-ci, c'est pas une goutte qui tombe, c'est vraiment un gros dégât d'eau qui se passe. Puis l'eau jaillit tellement fort que, attention, le T peut même faire comme dans le mot attention. OK? Et ensuite de ça, on a notre cher papillon de nuit qui arrive, puis lui, il trouve que ce vacarme-là, ça fait aucun sens. Fait qu'il vient avec son ruban, puis il vient aider Thomas, puis à partir de maintenant, la lettre T, elle ne fait aucun bruit, donc elle l'a réparé avec son petit ruban. Je vois le temps filer, donc je vais aller très rapidement avec celle-ci. Bien évidemment, c'est quand même une affiche qui parle d'elle-même. La lettre S fait comme dans le mot serpent. La lettre S peut aussi faire le sens Z, parce que là, on voit l'image du serpent qui fait dodo, qui fait Z. Mais là, derrière cette affiche-là, on va aller aussi expliquer la régularité orthographique aux enfants. Puis on a même mis un petit rappel en arrière dans le fond d'écran là, du mot oiseau, parce que même si c'est la lettre S dans le mot oiseau, la lettre S fait le son Z. Et encore une fois, Chut arrive plus loin dans la progression avec cette affiche-ci où Chut vient vraiment clouer le bec là, à notre cher ami le serpent. Donc, il ne peut plus faire ni zzz, il fait carrément rien du tout. Puis là, je ne sais pas si je l'ai dit, je ne m'en rappelle plus, mais je vais le dire de nouveau, juste en cas que je ne l'ai pas dit. Dans les affiches avec les lettres muettes dans le coin en bas, il y a une petite icône qui nous dit que cette lettre-là, donc en plus d'avoir Chut, on a aussi cette petite icône-là qui nous dit que cette lettre-là fait rien du tout. Je sais que vous avez compris là, le concept des lettres muettes, mais je n'avais pas le choix de vous présenter celle-ci parce que c'est vraiment l'affiche préférée de mes filles et de tous les enfants à laquelle je l'ai montrée. C'est vraiment une affiche coup de cœur, puis j'avais envie de vous la présenter. Donc, on a notre lettre P. Puis là, je n'ai pas besoin de vous le dire parce que je sais que vous savez déjà que le BDPQ, c'est vraiment quelque chose qui cause beaucoup, beaucoup de problèmes à nos enfants, à nos élèves lors de l'apprentissage des correspondances graphème-phonème. C'est techniquement la même lettre qui fait une rotation. Donc, pour eux, au début de l'apprentissage, c'est vraiment difficile. Puis pour les élèves avec des troubles d'apprentissage, c'est quelque chose qui peut perdurer dans le temps, cette difficulté-là, à bien associer le bon phonème à au graphème qui fait cette rotation-là. Donc, comme je vous l'ai expliqué depuis le début, on a toujours un repère direct. Donc, le repère direct, c'est la lettre associée à un mot qui commence par le son de cette lettre vedette-là. Mais moi puis Lucie, on s'avait donné comme objectif de justement proposer des histoires qui donnaient d'autres repères
correspondances graphème-phonème-là. Donc, on s'est promené pendant plusieurs semaines. Je sais que moi, je me rappelle très vividement que j'étais en train de faire mon épicerie, puis je répétais tout le temps le son de certaines lettres parce qu'on avait de la difficulté à trouver des histoires qui allaient faire parler les personnages. Fait que là, je me rappelle que je me promenais, je faisais mon épicerie, puis je répétais mais qu'est-ce qui peut faire le son dans l'environnement pour qu'on puisse associer cette correspondance graphème-phonème-là à une histoire qui ferait du sens pour les enfants. Puis là, c'est Lucie qui est venue avec cette idée-là, puis j'ai vraiment tripé sur cette idée-là. Elle dit, Cynthia, étrangement, la lettre P, ça sonne vraiment comme un pet, hein, trouves-tu? Puis là, j'étais comme, ben, t'as raison, ça sonne vraiment comme un pet. Puis là, c'est vraiment été une des affiches qui nous a fait le plus rire. Puis ça a été vraiment, comme je vous dis, l'affiche préférée de mes enfants. Donc, la lettre P fait le son, P, comme le mot pet. Puis là, c'était le panda qui pète, puis le panda qui pète. Puis c'était vraiment drôle. Fait qu'on peut vraiment voir là, l'affiche du panda qui pète. On voit le pet qui sort et qui explose. Donc, l'affiche du panda qui pète, c'était vraiment une affiche qui a fait bien rire les élèves et mes enfants. Depuis ce temps-là, étrangement, on peut voir vraiment la formation là, du pet qui sort et qui éclate. Là. Donc, pour cette raison-là, ma fille n'a maintenant plus aucune difficulté à associer la lettre P à cette orientation-là de la lettre, le P qui sort puis qui explose en haut. Puis là, on s'est bien amusé, moi puis Lucie. Puis encore une fois, là, c'était vraiment le but là, de rendre tous ces apprentissages-là le plus drôle, le plus amusant possible. Donc, on est allé avec le P muet. Donc, ça nous est tous arrivé de faire un pet qui était silencieux. Puis même s'il est silencieux, il est là pareil. Puis là, notre pauvre chute qui est passé derrière le panda qui a lâché un pet silencieux. Ben là, on le voit pas bien, là, mais si tu aurais la vraie affiche devant toi, tu verrais qu'il y a une face de dégoût, là, puis il trouve vraiment pas ça correct, là, que le panda a fait un pet silencieux. Puis là, c'est comme ça qu'on aborde avec les enfants que des fois, la lettre P, comme dans le mot loup, par exemple, et la lettre P, il est là, il existe, mais il fait pas de bruit. Je m'éterniserai pas parce que là, je sens que je me répète, là, mais encore une fois, on s'est amusé à faire plusieurs liens avec les familles d'affiches. Donc ici, on a le E majuscule, le M minuscule, donc la lettre E qui fait E, le E qui s'est fait clouer le bec encore par notre ami Chute le papillon de nuit, donc il ne peut plus parler. Le E, le E qui se fait voler son casquette par un insecte taquin, qui se fait voler son chapeau de fête. Puis là, puis on a associé bien évidemment le E avec tréma au mot Noël. Donc on a un petit arrière-plan de Noël avec des lumières de Noël et les deux petits insectes taquins. Ah, puis juste avant que je passe, pour la fiche de la lettre E que je vous ai parlé tantôt, là, je pense que je l'ai ici. Okay. Ici, comme que je vous disais, il n'y a aucun mot de la langue française qui commence par une lettre E qui fait le son E. Donc, la façon qu'on est venu accrocher la lettre E au son E, c'est vraiment avec l'histoire. OK? Fait que c'est pas mal la seule affiche qui déroge un peu de la structure parce que pour cette affiche-là, on n'a pratiquement pas le choix d'utiliser l'histoire parce que juste comme ça, la lettre E est associée au son E comme dans escargot. Je vais vous lire l'histoire simplement parce qu'elle est très, très courte, juste pour vous donner un aperçu de pourquoi, pour cette affiche-là spécifiquement, l'histoire est quand même assez importante. Il était une fois un petit escargot qui se promenait tranquillement dans la forêt. Soudain, il vit un petit insecte dans le ciel. À sa grande surprise, l'insecte lui demanda « Quel est ton prénom? » Surpris, l'escargot répondit « Benoît ?» en levant les sourcils. À partir de maintenant, lorsque tu vois la lettre E, pense à ce petit escargot qui est surpris d'entendre un insecte parler et qui lui répond E. Okay, E. Donc, c'est de cette façon-là qu'on a été capable de jouer un peu avec les paramètres là, de nos affiches et d'associer la lettre E au son E, parce qu'on voit clairement que notre petit escargot est bien étonné là, que l'insecte lui pose une question. Donc, la lettre E est associée au son E Puis là, on lui dit là, exactement, là, vous pouvez voir là, le petit encadré qui note importante à dire, attention, j'ai besoin de ton attention, aucun mot de la langue française commente avec le son E. Dans la boîte de la trousse, on a un petit boîtier aussi qui vient avec des cartes claires, que ça, j'avais très hâte de pouvoir les utiliser avec mes élèves en orthopédagogie parce que ça va m'être très, très utile. Il y a 2 ensembles, mais techniquement comme 4 paquets de cartes, là, je vais vous expliquer ça. Dans le premier ensemble, l'ensemble bleu, donc l'ensemble 1, c'est techniquement
une version miniature là, de toutes les affiches qu'on a dans notre trousse. Donc, on peut utiliser, lorsqu'on est au tout début de l'apprentissage, ces versions miniatures-là. Ensuite de ça, de l'autre côté, on a l'ensemble 2. Dans l'ensemble 2, on a, comme là que je vous dis, là, comme 3 différents paquets. Premier paquet, on a les lettres minuscules. Le deuxième paquet, on a les lettres majuscules. Et dans le dernier paquet, on a côte à côte là, la lettre majuscule et la lettre minuscule. Là, je n'ai pas besoin de vous dire comment utiliser ce matériel-là. Je sais que vous avez déjà plusieurs idées. Ça peut être des jeux de bataille, des jeux d'association, des jeux, toutes sortes de jeux qu'on peut faire avec ces cartes-là. Ou même, on peut les utiliser pour faire des petites évaluations éclairs. Là. L'enfant peut tourner la carte, nous dire qu'est-ce que le nom ou le son ou le nom et le son de la lettre. Puis nous autres, on peut prendre des petites notes pour voir s'il a bien intégré, bien mémorisé ses correspondances phonèmes. Ensuite de ça, très rapidement, dans le guide de l'enseignant, puis là, je ne vais pas passer au travers de tout ça parce que je vais manquer de temps, mais vous pourrez, si vous voulez, vous pouvez même prendre une capture d'écran puis le regarder tantôt. Ou si vous l'écoutez en rediffusion, vous pouvez certainement mettre pause là, puis pouvoir zoomer un peu sur la diapositive. Mais qu'est-ce que ça dit? En gros, c'est un exemple de planification que vous pouvez utiliser. Là, on va vraiment détailler de A à Z de qu'est-ce qu'on peut faire pour enseigner une correspondance graphème-phonème. L'exemple qu'on vous propose, c'est la correspondance graphème-phonème R. Vous pouvez voir dans le coin notre petit raton. Donc, la lettre R fait le son R comme dans raton laveur. Si on va avec l'histoire, le raton fait R pour protéger son petit bébé, qui est le deuxième repère que vous pouvez donner aux enfants. Donc, on va vraiment là, très rapide, là, on va vraiment commencer avec une activation des connaissances antérieures. On va annoncer explicitement l'objectif de l'apprentissage. On va y aller avec une amorce en conscience phonémique, la présentation de la correspondance graphème-phonème avec l'aide de la fiche, la lecture de phrases décodables et la clôture et la consolidation de la leçon. À l'intérieur de cette planification-là qu'on vous propose, vous pouvez certainement la dupliquer. On a même un modèle que vous pouvez utiliser là, complètement vide. Mais vous pouvez certainement dupliquer ce même genre de format-là pour les autres correspondances graphème-phonème si vous le voulez. Il y a aussi les 3 cahiers complémentaires dont je vais vous parler très prochainement, là, qui sont directement intégrés dans cette planif-là. Donc, ça vous dit à quel moment vous pouvez utiliser ces cahiers-là pour rendre vraiment votre enseignement très structuré, très explicite et très complet. Donc, comme que je viens de dire, on a nos chers cahiers de calligraphie que j'aime beaucoup. Ce que j'aime particulièrement de ce cahier de calligraphie-là, c'est que lorsqu'on l'ouvre, d'un côté, l'enfant va voir la lettre majuscule et de l'autre côté, il va voir la lettre minuscule. Donc, pour toutes les lettres, quand il ouvre, il y a les 2 versions de la lettre sur la même surface. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on s'est assuré de placer nos affiches. Donc, vous pouvez encore voir la lettre M qui fait le son M comme le mot miel. Donc, même lorsqu'il pratique sa calligraphie, il y a toujours ce repère-là dont il peut utiliser. Donc, même quand il travaille sa calligraphie, il va quand même aller récupérer l'information par rapport à la correspondance graphème-phonème. C'est tout expliqué dans le guide, mais quelque chose qu'on vous suggère de faire, par exemple, c'est lorsqu'il pratique sa calligraphie, de prononcer le son de la lettre en même temps. Donc, à toutes les fois qu'il écrit la lettre M, il peut prononcer le son pour venir encore une fois créer diverses connexions neuronales pour vraiment venir ancrer cette correspondance graphème-phonème-là. Puis là, je sais que on est un peu partout à travers le Canada, d'un bout à l'autre du Canada, il y a eu des inscriptions dans toutes les provinces. Donc, peu importe où vous êtes, je sais que j'ai beaucoup entendu parler que la calligraphie, malheureusement, était quelque chose dans les dernières années qui a été quand même assez délaissé. On se disait, de toute façon, les enfants, ils vont texter avec un téléphone ou ils vont écrire avec un portable. Donc, c'est pas aussi important de travailler la calligraphie. Mais maintenant, c'est la recherche nous ramène un peu sur le droit chemin, là, que c'est tellement important pour les enfants d'automatiser le geste qu'ils ont besoin d'apprendre pour faire les lettres, écrire à la main, parce que ça va enlever vraiment une grosse charge cognitive sur les enfants qui sont capables d'automatiser le geste là, pour faire les lettres. Donc, à ne pas négliger. Si ça a été négligé, moi, je le négligeais dans le passé, donc je vous le dis avec grande humilité, là, j'étais dans l'optique que je me disais, ah, c'est-tu vraiment nécessaire? Maintenant, je le sais, ce n'est pas à négliger le cahier de calligraphie. Ensuite de ça, on a le cahier de fusion, puis ça, c'est mon cahier, personnellement, mon cahier préféré, là. Je l'aime beaucoup. Encore une fois, je vous présente la page de la lettre M parce que pourquoi pas, hein? C'est là que j'ai commencé avec la lettre M, on continue avec ça.
Encore une fois, on a le rappel de notre affiche dans le cahier de fusion, puis ce cahier-là est étroitement arrimé avec la progression des codes. Donc, c'est certain qu'il faudra peut-être l'arrimer un peu avec votre progression si c'est pas, vous ne suivez pas la nôtre, mais ça devrait sensiblement être proche de la même chose pour vous. Ici, on a vraiment 3 sections pour chacune des correspondances graphème-phonème. On commence toujours avec lycée syllabes, ensuite c'est lycée mots et lycée phrases. Même dès la maternelle, dépendamment de votre programme, dépendamment de comment vous fonctionnez avec votre pédagogie, c'est déjà possible d'utiliser la première section de ce cahier de fusion-là parce que dès que tu as enseigné le A, I, O, U, puis une consonne, on peut venir vraiment fusionner ces phonèmes-là. Pour s'assurer que, ben, en tout cas, pour favoriser, je devrais dire, pour favoriser que les élèves ne mémorisent pas les syllabes, donc ils apprennent juste par cœur, c'est pas ça qu'on veut qu'ils fusionnent, on veut qu'ils apprennent par cœur. Ce qu'on demande de faire avec ce cahier-là, c'est de vraiment venir mettre ton petit doigt sur le point, puis les pièces de casse-tête font en sorte qu'on veut vraiment qu'ils nomment chacune des lettres, puis après ça, des correspondances graphème-phonème, puis après ça, qui vient fusionner. Donc, par exemple, ici, on a a, ma. OK? Donc, le doigt, là, nous dit, il pointe vraiment e, puis là, il glisse me. OK? Donc, ici, on va vraiment aller lire des syllabes. Ensuite, c'est les mots et les phrases. La correspondance graphème-phonème, la M, c'est une des premières, dans les 5-6 premières là, que nous, dans notre progression, on a. Donc, vous pouvez voir que les mots sont quand même assez limités. Puis les phrases sont quand même assez courtes parce qu'on était très, très limité dans le choix de lettres qu'on pouvait utiliser pour créer cette page-là. Mais si je vous apporte, par exemple, à la dernière page du cahier de fusion où c'est le OIN, là, le ouin, la tutute qui est trop loin, les phrases sont beaucoup plus complexes. On a beaucoup, beaucoup plus de correspondance graphème-phonème qu'on pouvait utiliser. Donc, ça devient progressivement, c'est très progressif là, au niveau de l'enseignement. On est vraiment, vraiment serré au début et ça devient progressivement un peu plus complexe au fur et à mesure que l'enseignement explicite est fait. Donc, le cahier de segmentation, comme vous pouvez peut-être le voir, il est beaucoup plus épais que les 2 autres cahiers que je vous ai présentés tantôt parce que le cahier de segmentation, il y a techniquement, c'est comme 2 cahiers dans un. Donc, on a la version 2A et on a la version 2B qui sont dans le même cahier. C'est un cahier qui est qu'on peut utiliser pour faire du mapping orthographique avec les élèves. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a toujours l'image en haut qui nous donne le mot à écrire. La version A, c'est lorsque les enfants sont en atelier. La raison pourquoi on a fait la version A, c'est parce qu'on avait beaucoup de demandes des enseignants pour du matériel que les enfants peuvent utiliser un peu plus de façon autonome. Par exemple, lors des routines du matin, lorsque les enfants arrivent un peu comme un 30 minutes, là, que les autobus arrivent, puis on veut que les enfants soient déjà directement au travail. Là. Donc, ça, c'est un cahier qui pourrait être utilisé. Seulement la version A. Parce que la version A, le mot est écrit là pour toi. Donc, ici, tu as l'image de la moto. L'enfant, qu'est-ce qu'il peut faire? Un peu sans supervision, parce que dans les routines du matin, on est un peu partout, là. Il peut aller segmenter le mot en phonème et colorier un cercle, comme vous savez probablement déjà comment ça fonctionne, là. O, t. O, il viendrait colorier 4 cercle, tu as le mot moto. Ensuite de ça, il va aller transcrire le mot moto dans les petits carrés et ensuite le transcrire une dernière fois dans les lignes. La version B, donc la deuxième version à la fin de ce cahier-là, là, le mot n'est pas là. La raison est que cette version-là, tu peux l'utiliser lorsque tu as quelques élèves à une table macaroni, par exemple, ou tu peux le faire en grand groupe ou même en intervention. La seule chose, il faut que la rétroaction soit très, très rapide parce qu'on ne veut pas que les enfants fassent un mapping orthographique d'une représentation orthographique qui n'est pas bonne. Donc, avec ce cahier-là, on doit s'assurer d'être très alerte très alerte à ce que les enfants font pour que notre rétroaction soit vraiment très précise, très rapide. Très rapidement, à la fin du guide pédagogique dans la trousse d'enseignement, il y a des tâches et des grilles d'évaluation. C'est vraiment séparé de la trousse d'évaluation. Si vous l'avez aussi, la trousse d'évaluation, c'est beaucoup plus des livres décodables. On vient vraiment évaluer toute la compréhension d'un livre, de la lecture d'un livre. Là, on n'est pas ici dans la trousse pédagogique. On vient vraiment évaluer beaucoup de façon plus pointueuse. Donc, est-ce que tu connais tes correspondances graphème-phonème? Donc, qu'est-ce que je t'ai enseigné? Est-ce que tu es capable de me les répéter? Donc, fais le son de chaque lettre et quels sont fait la lettre soulignée dans ce mot, par exemple.
On a deux sortes de grilles d'évaluation pour noter nos informations. On a la grille par élève, donc tu mets dans l'élève et tu fais toutes les correspondances graphème-phonème. Tu marques ceux qui ont réussi avec un espace disponible pour placer des notes. Et on a un autre qui est plus portrait de classe où tu vas écrire tout le nom de tes élèves. Aller, par exemple, surligner ceux qui ont bien et faire un X sur ceux qui n'ont pas de bien. Dernière chose que j'ai à vous dire, c'est le tableau de mots et de livres décodables que j'aime beaucoup. Donc, dans le guide pédagogique, encore une fois, on a des tableaux avec toutes les correspondances. La première colonne, c'est toutes les correspondances graphème-phonème qu'on va enseigner, toutes les affiches qui sont disponibles en ordre selon notre progression à nous. On a aussi à côté des exemples de mots. Donc, quand ces mots-là viennent totalement décodables, ils apparaissent là. Ça te donne des idées lors de ton enseignement explicite de mots que tu peux utiliser lorsque tu veux faire lire des mots, faire écrire des mots, par exemple, sur une ardoise. Donc, des mots qui sont totalement décodables. À côté, on a nos livres décodables de la série régulière où au moment exact où est-ce qu'ils deviennent décodables, ils apparaissent dans notre tableau. Et la même chose pour les livres de la trousse d'évaluation, quand ils deviennent 100% décodables. Donc, quand tu as enseigné tout ce que tu devais enseigner, le livre apparaît. Petite parenthèse très, très rapidement, il est à noter que surtout lorsqu'on pratique dans la salle de classe avec des livres décodables, c'est pas nécessaire que le livre soit 100% décodable. Je sais que pour certains d'entre vous, c'est plus rassurant de se dire que j'ai enseigné tout ce que je devais enseigner, donc ce livre-là est 100% décodable. Si c'est le cas pour vous, les livres sont là, sont inscrits exactement dans le tableau à l'endroit où ils deviennent 100% décodables. Donc, pour la pratique, c'est pas nécessaire que ce soit toujours décodable. Pour les évaluations, par exemple, ça, c'est certain qu'on veut s'assurer qu'on enseigne tout ce qu'on va évaluer. Et j'ai fini, Mélanie. Un petit peu en retard, mais j'ai fini. C'est parfait, pas de problème. Il me reste environ 5 minutes. J'avais quelques questions par rapport au cahier numérique, donc cahier complémentaire. Ce qui est important de dire, beaucoup de personnes m'ont demandé, est-ce qu'ils font partie de la trousse pédagogique? Non, nous avons fait le choix que la trousse pédagogique contienne le guide pédagogique, les cartes éclairs, les affiches et on offre les cahiers complémentaires à part. Ils sont facultatifs, mais vous avez bien compris qu'ils fonctionnent très bien avec la trousse pédagogique. Ce qui est important de savoir, c'est qu'ils sont disponibles en licence école. Donc, il n'y a pas de limite de temps, pas de limite d'utilisateur. Donc, si vous achetez une copie pour l'école, à ce moment-là, tous les enseignants, enseignantes de l'école peuvent les utiliser. Donc, ici, on poursuit avec les autres ressources, les autres produits Décode, parce que vous avez bien compris, hein, lorsque Cynthia présentait la trousse pédagogique, on utilise la même progression dans la trousse pédagogique que dans l'ensemble du matériel Décode. Le choix a été fait pour faciliter l'enseignement, pour faciliter aussi la tâche de choisir le matériel complémentaire en fonction de notre progression où on est rendu dans l'enseignement. Donc, c'est la seule collection sur le marché qui permet d'avoir du matériel pour enseigner, pour évaluer, des livres pour pratiquer avec les élèves, donc lecture avec l'ensemble de la classe, lecture guidée avec des sous-groupes, lecture en orthopédagogie, voyons, excusez-moi, il y a quelque chose qui est apparu. Donc, des livres pour la lecture partagée et la lecture guidée. Puis, vous avez également du matériel complémentaire qui utilise les mêmes niveaux que la collection des codes. Donc, on y va avec les livres rapidement. Si vous ne connaissez pas déjà notre belle collection des codes, Cynthia, tu peux changer de diapositive, s'il te plaît. Nous avons 2 séries de livres des codes, toujours avec les 6 niveaux de la collection, 36 livres, donc 6 livres par niveau, qui ont, dans la première série, des indices qui facilitent le décodage pour offrir plus de soutien à l'élève. Donc, quand il y a des lettres muettes, des consonnes doubles, quand il y a des liaisons, elles sont indiquées de couleurs différentes. Bien important de savoir également qu'il y a une version numérique disponible de ces livres ainsi que des grands livres. La version numérique est encore une fois très avantageuse. Vous n'avez pas de limite de temps ni de limite d'enseignant, ce qui fait en sorte que vous pouvez partager sur le tableau blanc interactif, mais vous pouvez également multiplier les livres en les projetant sur des iPads pour faire un petit sous-groupe de lecture guidée. On peut changer de page. Vous avez également la série 2
d'être de consolidation. Donc, au départ, on avait arrêté à 36 livres et Lucie nous disait, l'auteur, c'est vraiment compliqué faire des livres décodables, on va arrêter là, c'est vraiment trop compliqué. Mais on a réussi à en faire 36 supplémentaires. La série 2 se différencie par le fait qu'ils n'ont pas d'indices qui facilitent le décodage afin de tendre vers une lecture autonome. C'est toujours 36 livres, 6 livres par niveau. On a les mêmes niveaux, la même progression que la série 1. Ce sont 36 nouveaux titres et également disponible version numérique en licence école et en grand livre. Changer. On comprend que dans la trousse pédagogique, vous avez des tâches d'évaluation pour voir la connaissance des correspondances graphèmes-phonèmes chez vos élèves. La trousse d'évaluation est complémentaire. Donc, vous pouvez utiliser la trousse d'évaluation pour évaluer vos élèves en contexte significatif et authentique de lecture. Vous allez avoir 12 nouveaux livres, 2 livres par niveau, et pour chacun des livres, vous avez une pochette sur laquelle est inscrit les connaissances préalables au décodage, le vocabulaire contenu dans le livre et pour chacun des livres, vous avez des grilles d'évaluation de la précision, rappel de texte, compréhension par le questionnement oral et fluidité en lecture également. On poursuit. Il me reste à vous présenter en quelques minutes là, le matériel complémentaire. Donc, vous avez, juste reculer s'il te plaît, Cynthia, un petit peu. Vous avez 2 types d'ateliers du côté de la collection des codes. Nous avons des ateliers qu'on appelle supervisés et des ateliers autonomes. On débute avec les ateliers supervisés. Premier produit, c'est le jeu Alerte Intrus. D'ailleurs, Cynthia est co-auteure du jeu Alerte Intrus avec nous, avec les éditions Passe-Temps, et d'ailleurs, aussi, j'ai oublié de le dire, un co-auteur de la trousse d'évaluation avec nous. Donc, on travaille bien ensemble. Ici, Alerte Intrus, c'est un jeu qui va être utilisé avec une démarche d'enseignement explicite. Vous allez avoir de la modélisation, pratique guidée et pratique autonome. Notre objectif dans ce matériel-là est de travailler avec les élèves qui ont tendance à ajouter ou enlever des sons. Vous avez les 6 niveaux de la collection, comme à l'habitude. On a des phrases qui vont se ressembler. Une des 2 phrases va avoir une erreur d'ajout ou d'omission. Les élèves vont devoir déterminer quelle est la bonne phrase qui va avec l'image. Donc, vous avez l'exemple ici, Babu partira sur sa moto et Babu partir sur sa moto. On comprend que la bonne est Babu partira sur sa moto. On poursuit avec l'autre atelier supervisé qui est la trousse de compréhension et inférence. Vous reconnaissez encore une fois les mêmes couleurs que la collection des codes. C'est toujours la même progression qu'on utilise. Et là, dans ce cas-ci, c'est le seul matériel des codes pour lequel vous devez avoir les 72 livres. C'est simple puisque la trousse de compréhension et inférence, il s'agit de questions de compréhension qui sont associées à chacun des livres de la collection des codes. On finit avec les ateliers autonomes. Donc, dans les ateliers autonomes, vous avez 3 produits. Le premier étant Atelier 1 et Atelier 2. Atelier 1 et Atelier 2, c'est un principe d'association de mots avec images. Chaque élève peut partir avec une pochette dans laquelle les cartes vont être rangées. Il y aura des cartes intrus à l'intérieur également. Et on doit associer tout simplement l'image avec l'énoncé qui est en général un déterminant avec un nom. Donc, ici, on reconnaît les couleurs toujours de la collection des codes. Atelier 1 va avoir les niveaux 1 à 3 de la collection des codes et Atelier 2 sera niveau 4 à 6 de la collection des codes. On poursuit avec le prochain. Donc, vous avez les 2 plus récents jeux de la collection des codes, Mélimo. Donc, avec Mélimo, on fait le passage progressif vers l'écrit. On vise davantage l'encodage avec ce jeu. Encore une fois, vous avez des mots dans lesquels vont se retrouver les correspondances graphèmes-phonèmes associées à chacun des niveaux de la collection des codes. Derrière la carte, les images sont représentées. Les élèves reçoivent les lettres de façon mélangée et doivent reconstituer les mots.
Donc, c'est un matériel qui est autocorrecteur dans ce cas-ci. En fait, quand on parle d'atelier autonome, toutes les mécaniques, les mécanismes d'autocorrection sont disponibles pour ce matériel-là. J'essaie d'aller vite hein, parce que je veux vous libérer. Et finalement, on termine avec mot ou faux. Mot ou faux a comme pour objectif de travailler l'identification des pertes de sens. Vous avez deux types de cartes. Première carte avec l'image. Le but de ces cartes-là, quand on retourne la carte de la pioche, c'est de déterminer si le mot correspond à l'image. Donc, si le mot correspond à l'image comme dans piano, on conserve la carte. Si ça ne correspond pas à l'image comme dans lama, on se débarrasse de la carte. Il y a un autre type de carte également qui est des cartes avec uniquement des mots. Si à ce moment-là, on lit le mot et que c'est un mot qui existe, on va garder la carte et si le mot n'existe pas, on va se débarrasser de la carte. Comme notre matériel est tout frais sorti, en fait, ils viennent de finir d'être imprimés, on a une belle offre de lancement pour vous du 22 mai au 12 juin. Donc, attends pour la fin de l'année scolaire et pour être prêt pour l'année suivante. Vous pouvez vous procurer la trousse pédagogique à 10 de rabais. Et si vous voulez, on peut tourner la diapositive, vous pouvez également vous procurer les cahiers complémentaires reproductibles qui sont disponibles, comme je vous disais, en licence école, mais vous avez également la possibilité, en fait, vous pouvez acheter les cahiers séparément. Vous pouvez acheter des paquets de 3 cahiers et vous pouvez avoir la version numérique avec une version papier de chacun des cahiers. Donc ça, vous allez tout voir ça sur le site web. Les cahiers, vous comprendrez là, qu'on les a, ils ne sont pas dans l'offre de lancement puisque c'est vraiment un tarif là, extrêmement compétitif considérant que c'est une licence école. Donc, vous allez voir l'ensemble des prix sur le site web. Tu peux tourner, Cynthia, s'il te plaît. À passetemps.com. Donc, en espérant que le webinaire vous a plu, Merci beaucoup tout le monde. Merci Cynthia. Je ne sais pas si Cynthia, tu avais un mot de la fin à dire. Ben, je pourrais prendre le temps de vous remercier pour votre écoute. Merci beaucoup pour les. J'ai pas vu le clavardage ni les questions passées, mais j'ai vu les petits pouces en l'air, les petits sourires, les petits applaudissements. Donc, j'apprécie énormément votre engagement lors de la présentation. Puis j'espère du fond du cœur que j'ai été capable de vous présenter toute la richesse et tout le travail tous les casse-têtes là, vraiment qu'on s'est donné pour essayer de créer un matériel qui pourrait qui pourrait vous aider le mieux à enseigner de façon explicite et structurée les correspondances graphème-phonème. Moi, j'ai vu tout le travail qui a été fait là, dans les dernières années, les différents allers-retours pour s'assurer que tout soit en lien avec la science et surtout le plus pratique possible pour les enseignants, facile d'utilisation. Donc, je pense que c'est vraiment mission accomplie et on a très hâte que vous puissiez l'utiliser avec vos élèves et vraiment apprendre la lecture et l'écriture dans le plaisir. Comme toujours, avec les éditions Passe-Temps, c'est toujours l'objectif de vous offrir du matériel rigoureux, mais toujours agréable pour vos élèves dans un univers ludique et avec des illustrations comme d'habitude là, qui sont magnifiques. Donc, merci beaucoup. Je vais fermer l'événement et on se dit possiblement à un prochain webinaire. Bonjour.